La philosophie fait partie, comme les sciences ou les arts, de notre culture. Nous pouvons nous appuyer sur cette première remarque pour tenter de mieux la cerner. Certaines des idées que nous allons croiser ici mériteront plus tard quelques approfondissements, mais nous avons d'ores et déjà besoin d'en dire un mot. La culture se définit habituellement par contraste avec la nature. Cette dernière désigne dans ce cas l'ensemble des caractéristiques et des aptitudes dont un être vivant dispose dès sa naissance. Par exemple, le fait de respirer ou encore d'éprouver des sensations. Tout ce dont on dit que c'est inné. En ce sens, la nature fournit un grand nombre des choses dont nous aurons besoin dans la vie. Mais elle ne nous donne pas tout, et il est donc nécessaire que nous obtenions les ressources manquantes par d'autres moyens. Par exemple, nous avons par nature l'aptitude à parler, la parole, mais nous ne maîtrisons pas de manière innée le français, la langue. Cela relève d'un apprentissage ultérieur qui se distingue de ce qu'il y a d'inné en nous. C'est de l'acquis. Par conséquent, on peut considérer la culture comme l'ensemble des acquis complétant les dons de la nature. Ces acquis prennent la forme de connaissances, d'œuvres ou d'institutions, ou bien de savoir-faire. C'est sur ce dernier point que nous allons nous arrêter un instant. La culture est composée de plusieurs savoir-faire, autrement dit de techniques, qui permettent d'atteindre plus sûrement un objectif. Ainsi, la natation est la technique qui rend moins hasardeux les déplacements et la survie dans l'eau. La chasse est la technique qui rend plus efficace la capture des proies. La menuiserie est la technique qui améliore le travail du bois, etc. Chacune à leur niveau, ces techniques contribuent à notre survie et à notre qualité de vie. Mais quelle place la philosophie occupe-t-elle parmi les techniques qui constituent notre culture? Dans l'Antiquité tardive, on en vient à la présenter comme la technique qui ne porte pas sur telle ou telle activité de l'existence, nager, chasser, construire, mais sur l'existence elle-même. Elle ne permet pas de bien nager, ni de bien chasser, ni de bien travailler le bois, mais de bien vivre. En français, on parlera plutôt d'art de vivre, de la même manière qu'on parle d'arts martiaux ou d'art culinaire, expressions dans lesquelles on retrouve derrière le mot art la référence à la technique de l'artisan. En tant qu'art de vivre, la philosophie s'intéresse par conséquent à ce qu'il convient de faire pour bien vivre, pour réussir sa vie, sans que cela soit le fait du hasard ou de la chance. Chaque technique fait de celui qui la maîtrise bien un expert. Elle lui confère une compétence précise. En l'occurrence, la compétence de celui qui sait exactement ce qu'il faut faire pour bien vivre s'appelle la sagesse. Et le sage est le nom que l'on donne à un individu ayant parfaitement compris comment on réussit sa vie. Dans de nombreuses cultures, pour ne pas dire toutes, on s'est interrogé sur les qualités à acquérir pour atteindre cet objectif. Compte tenu de l'importance de l'enjeu, ne pas gâcher le temps qui nous est donné sur Terre, il vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. On remarque que les communautés humaines qui ont élaboré des leçons de vie, autrement dit des traditions de sagesse, les ont cherchées dans trois directions différentes, mais aussi parfois complémentaires. La voie de l'expérience. Elle consiste à recueillir le témoignage de ceux qui ont vécu et qui, au fil des années, pensent avoir compris ce qui doit être fait et ce qui doit être évité pour que la vie soit réussie et harmonieuse. Les proverbes et les dictons populaires sont l'expression de cette forme de sagesse. Mieux vaut prévenir que guérir, bien mal acquis ne profite jamais, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Dans le domaine littéraire, les maximes des moralistes ont une fonction comparable. Voir par exemple François de la Rochefoucauld, 1613-1680, notamment la maxime 209, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, ou la maxime 541, la sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps. La voie sacrée. Les diverses traditions religieuses et mythologiques proposent également des préceptes à suivre pour bien vivre, qu'il s'agisse de recommandations d'un être divin en personne, par exemple la règle d'or du Christ selon les évangiles, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou bien de paroles de grands sages, de saints ou de prophètes. Dans la tradition musulmane, c'est par exemple le rôle dévolu à un illustre personnage
Luqman. Et l'Ancien Testament contient des livres de sagesse, dits livres sapientiaux, le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la sagesse de Salomon et le Siracide, le livre de Ben Sira. L'un des plus célèbres, l'Ecclésiaste, propose la réflexion d'un sage, souvent assimilé à Salomon, le fils du roi David, sur la valeur et le sens d'une existence qui s'achève fatalement par la mort. Vanité des vanités, tout est vanité. La voie philosophique. Comme l'explique Jean-Pierre Vernant dans Les origines de la pensée grecque, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, se développe en Grèce une pratique culturelle nouvelle qui va profondément marquer la civilisation occidentale, la philosophie. Elle est, comme son nom l'indique, une autre manière de désirer et rechercher, philein, la sagesse, sophia, en s'affranchissant de l'expérience et des mythes au profit d'un autre instrument, la raison. Selon Vernon, après une éclipse de 4 à 5 siècles, la Grèce redécouvre l'écriture et cela modifie profondément la société, la politique et la culture antique. La possibilité de mettre par écrit et de diffuser les connaissances, mais aussi les lois, atténue la distinction entre ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir et les autres. Plus nombreux sont ceux qui peuvent participer au gouvernement de la cité. Mais cette gestion collective de la politique suppose l'organisation de votes, donc de débats argumentés. La rationalité, autrement dit la capacité à s'adresser à la raison de l'autre qui suit la même logique que la sienne, se développe et vient concurrencer la sensibilité ou les croyances. Ce processus s'étend sur environ 3 siècles et aboutit à la naissance de la philosophie, qu'on date généralement du 5e siècle, le siècle de Périclès pour la politique, mais aussi d'Échille, de Sophocle et d'Euripide pour le théâtre, et de Socrate pour la philosophie. Mais avant même Socrate, dès le 6e siècle, on note l'émergence de précurseurs qu'on appelle les présocratiques. Thalès, Pythagore, Parménide, Empédocle ou Héraclite. Ils ont comme point commun de ne pas se satisfaire des récits mythologiques et surnaturels pour rendre compte des phénomènes naturels et de s'interroger sur les éventuelles chaînes de causes et d'effets susceptibles de fournir une explication naturellement et logiquement valable. C'est l'essor de la rationalité dont naîtra la philosophie. En résumé, la philosophie est une composante de la culture humaine qui propose un art de vivre, c'est-à-dire une réflexion sur les moyens d'avoir la meilleure existence possible. Elle contribue donc à la quête de sagesse, au même titre que d'autres approches, empiriques ou religieuses. On peut même dire qu'elle s'affranchit de ces dernières, dans la mesure où elle repose essentiellement sur la pensée rationnelle, telle qu'elle émerge en Grèce entre le 8e et le 5e siècle.